déroule. D'accord, on dialoguera. Voilà, et puis après on dialoguera. D'accord. Vous pourrez me poser des questions, donc vous avez 30 minutes, voilà. Ok, donc Jean-Pierre, oui, je pense qu'on aura une période de dialogue de 30 minutes après Jean-Pierre et Gisèle, si vous êtes d'accord avec ça. D'accord. Donc Jean-Pierre. Oui, merci. J'avais d'abord décidé de me fonder strictement à ma mémoire, mais ça fait 50 ans, donc cette mémoire, elle est peut-être extrêmement sélective, enfin, sûrement. Et puis finalement, j'ai relu Jeux dramatiques et pédagogie, cette publication de l'époque, et je dois avouer que j'étais extrêmement surpris, parce qu'il y avait une espèce de décalage entre mes attentes, ma mémoire et ce que j'ai lu. C'était, semble-t-il, enfin pour moi en tout cas, bien plus intéressant que ce que je pensais, même si ça a 50 ans. C'est-à-dire que j'ai trouvé des trucs étonnants que je n'aurais pas, que je pourrais écrire aujourd'hui. Bon. Enfin, voilà. Donc si j'essaye de m'en tenir strictement à l'histoire, je dois dire, enfin, et ça n'a rien de solennel ni d'obligatoire, c'est Richard Monod. C'est de Richard Monod que tout vient. Il n'est pas là parce qu'il est mort, mais c'est lui qui, à Paris 3 en tout cas, a beaucoup lancé les affaires. Moi, je suis arrivé, enfin, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été maître assistant, maître de conf et prof à Paris 3 finalement, avec quelques détours par divers pays et diverses universités. Mais là, j'enseigne actuellement à Cannes, à l'école de théâtre, l'école d'acteurs de Cannes-Marseille. Je suis toujours à la mousson d'été, où je dirige l'université d'été. Et à mes moments perdus, je travaille encore dans quelques autres endroits. Voilà. Je suis arrivé, j'ai été recruté comme assistant à Paris 3 le 1er octobre 1960. J'avais mon CV dans mes intentions. En fait, j'ai aussi à la mairie du Québec. J'avais dit qu'il y avait cet espoir de théâtre. Au nom, je disais ça. Je pense que j'aurais, mais je me disais pourquoi. Forcément, une extrême. Donc, 64 avant Montpellier, il m'avait dit, écoute, oui, moi j'aimerais bien qu'on débat contre, mais dans la commission, je peux rien faire. À la sûreté et à la mienne particulièrement. J'étais à ce moment-là prof dans un côté de Narbonne pour la nouvelle. Voilà, c'est intéressant que ça apporte. En fait, c'est Richard qui en avait très envie, mais dans le fond, je ne sais pas bien pourquoi. Ni lui n'avait c'est-à-dire que ce besoin de transmettre et de transmettre du côté de l'école, il est venu de raisons multiples que j'aurais bien du mal à définir. En revanche, je sais à peu près pourquoi on a créé un groupe de recherche. Je pense qu'il était nécessaire, dans le contexte où nous étions, d'avoir un outil de travail un peu sérieux. Et donc le premier JDP, à l'initiative de Richard Monod, avait pour projet de nous donner plus d'outils, plus d'armes, et pour reprendre une expression que Richard affectionnait, de nous auto-former. Donc on s'y réunissait pour discuter et élaborer un certain nombre de points essentiels. Je dis quand même un mot, puisqu'on est en train de parler d'histoire, des contextes. D'abord, il fallait s'imposer pour ce groupe, pour cette pratique, à l'université. Ça n'allait pas de soi. L'université de Paris 3, et notamment l'Institut du théâtral, était essentiellement tournée vers la dramaturgie, l'histoire et l'esthétique. Donc la question du jeu dramatique, honnêtement, je pense que tout le monde, la plupart de nos collègues n'étaient pas du tout, je ne dis pas ça pour dire du mal, ils n'étaient pas concernés. Et juste une anecdote, quand j'ai écrit mon premier livre, quand il est paru en 77, donc jeu dramatique au milieu scolaire, Jacques Scherer, qui était le grand maître de l'histoire du théâtre depuis toujours, mais qui n'était plus en poste, il était à Oxford, m'a quand même convoqué dans un bureau de Paris 3 pour me parler de mon livre. Il l'avait lu, et il a à la fois, dans ma mémoire, il m'a à la fois fait des compliments, et il m'a dit, mais il ne faut quand même pas trop que tu perdes ton temps, et il ne faut pas ta thèse, et sous-entendu, sois un peu sérieux, et ne fais pas que du jeu. Ça, c'est un peu les contextes, c'était pas simple. Donc il fallait d'abord accepter que les autres nous prennent au sérieux.
Il y a un deuxième contexte qui est important, c'est celui de l'éducation nationale. C'est-à-dire que aller dans les écoles, aller dans les classes n'était absolument pas simple. Ça n'allait pas de soi. Et je cite quelquefois, je ne l'ai pas malheureusement pas gardé, ce courrier d'un, je ne sais plus si c'est un inspecteur ou d'un chef d'établissement, à qui on avait demandé poliment si on pouvait aller faire du jeu dramatique dans les classes. Il avait répondu « Laissez-nous travailler ». Donc c'est vous donner un peu l'atmosphère qui n'était pas extraordinairement ouverte. Alors, en plus, il y avait quand même un contexte idéologique fort. On était encore dans les années 70, donc on était encore un petit peu dans l'héritage de mai 68. Donc l'idée que l'animation, que le travail socio-culturel était une chose souhaitable et excellente, régnait. Juste quand même pour mémoire, j'ai pas les dates, mais le journal Libération, par exemple, était absolument favorable à ce type de pratique, et quelques temps plus tard, il parlait de socio-cul avec le plus grand mépris. Donc tout ça pour vous dire que dans les années 70, c'était pas si simple de proposer des pratiques de ce type. C'était même un peu, on était quand même considérés un petit peu comme des marginaux, des bizarres. Donc le groupe, et grâce au sérieux et à, on dirait, science quand même de Richard, moi je ne sais pas si j'étais pas aussi déterminé et aussi sérieux que lui. Je pensais plus à rigoler ou à jouer peut-être. Mais Richard était un excellent à la fois pédagogue et en fait les choses ont été plus simples en 81, c'est très clair. Hein. Quand j'ai relu Jeu dramatique et pédagogique qui est sorti en 82 ou 83, il est clair qu'on avait tout à coup un peu d'argent, un peu de moyens, on était pris au sérieux, que le duo Jack Lang, ministre de la Culture, et Robert Amiachet, directeur des théâtres, nous avait lancé, et que nous étions pris au sérieux au point de pouvoir faire de la formation d'adultes, donc de faire de la formation de formateurs. On avait déjà commencé bien avant, mais on le faisait sur des week-ends de manière sauvage, c'est-à-dire non officielle. Jamais les enseignants qui venaient en week-end travailler avec nous n'étaient reconnus par le système, par l'éducation nationale. Ils venaient sur leur temps et sur leur argent. Et ainsi, on a fait quand même des quantités de week-end avec Richard, à Choisy-le-Roi et dans quelques autres endroits. Ça c'est les premiers, ce sont les premières années. Alors, après, il y a eu l'autre dimension importante dont on voit bien les traces dans Jeux dramatique et pédagogie, c'est les rencontres internationales. Bon, évidemment, celle de Gisèle qui travaillait déjà depuis un bon moment sur l'expression dramatique à Montréal, et on a évidemment fait d'autres rencontres, et on était aussi les héritiers, où on était très proches, alors là je parle de la France, de la Ligue de l'enseignement et des CEMEA, des centres d'éducation des centres d'entraînement méthode d'éducation active. Donc on a rencontré par ce biais Michael Demuynck, Jean-Gabriel Carasso qui est là, et qui est présent là sur un écran. Donc combiné a donné une espèce de dynamique à une chose qui n'était au départ que strictement balbutiante. Je veux dire, on est donc parti de balbutiements, de difficultés, d'ambiguïté, pour essayer de poser et renforcer des pratiques, et je dirais quand même une espèce on avait une grande préoccupation d'éthique, parce que aller comme ça, de manière un peu sauvage, dans les classes, ça n'était évidemment pas faire n'importe quoi. Il s'agissait aussi de se demander comment on allait faire pour qu'on le faisait, quels étaient les projets, les pratiques. Il était aussi très important d'échanger nos ateliers, d'échanger sur les ateliers, sur les cours. On a rencontré un peu plus tard Auguste Voile, qui était à la fois un élément déterminant, mais en tout cas
laissé emporté par l'enthousiasme pour le théâtre de l'opprimé, que ce que nous faisions, c'était autre chose. Je l'ai dit, on le dit souvent à Augusto. Donc, ma mémoire n'est pas très défaillante, je ne crois pas, dans ce domaine. C'était un mélange d'envie, d'enthousiasme, d'où je venais, moi. En fait, je venais de passer 4 ans à Ottawa, où j'avais joué au Centre national des arts, donc un théâtre national, je travaillais comme comédien, et j'avais fait 2 ou 3 mises en scène à l'université universitaire, donc très modeste, hein, sauf que là-bas, ils ont des salles de travail, et que j'étais ravi. Et qu'en rentrant, j'avais un peu fait mes adieux au théâtre. Qu'est-ce qui m'avait donné envie? C'était d'abord parce que j'avais... Quand je suis arrivé à voir la nouvelle au collège, j'avais été nommé le directeur, le principal m'a dit vous avez fait un peu, je vois que vous avez fait un peu de théâtre, vous allez pouvoir faire des scénettes avec les petits enfants. C'était bien de ça dont il était question. C'était mes premiers contacts de français à mon retour, ce qui n'était pas simple parce que j'avais quand même joué dans le théâtre. En fait, moi j'ai commencé à bricoler dans ma classe. C'est-à-dire je me suis aperçu tout simplement qu'on pouvait pousser les tables dans la classe de français, qu'on pouvait créer des espaces de jeu, qu'on pouvait à la fois travailler sur une fable de La Fontaine en français et proposer de la dire ou de la jouer, enfin des choses comme ça, des choses simples au départ, voire des improvisations, je vais raconter ça ailleurs. Donc c'était ces balbutiements-là qui m'avaient donné envie d'aller plus loin. Et j'avais très vite pris contact et j'avais été très soutenu par 2 revues, historiquement, qui ont eu beaucoup d'importance pour moi en tout cas. C'est Le Français aujourd'hui, qui est la revue de l'Association des enseignants de français, donc qui ont beaucoup soutenu les pratiques. Ils ont fait 2 ou 3 numéros spéciaux. Le dernier, à ma connaissance, s'appelle Harlequin à l'école. C'était un projet. Et l'autre revue, c'est la revue Pratique au pluriel, qui a aussi fait des numéros spéciaux et qui a continué d'en faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Enfin, j'ai co-écrit un texte avec Joseph Danan il y a 2 ans, je crois. Donc tout ça m'avait donné à la fois une espèce de fragilité, mais un souci de mieux faire ce que je commençais à faire, tout en revendiquant le côté instinctif, enfin, que je dire d'autre, vaguement sauvage. Bon. Et oui, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a travaillé avec des tas de gens. Je ne pense pas que je puisse énumérer tout le monde, mais je vais peut-être en rester là, Bernard, enfin, sauf si tout de suite, je ne veux pas trop être trop long, mais je voulais juste lire un petit bout d'un article de Jeux dramatiques et pédagogie dans lequel j'avais publié, où je dis ceci à propos de identité culturelle, identité professionnelle. Je dis, l'engouement pour la notion d'identité correspond à une inquiétude réelle. Les enseignants, notamment dans les collèges, sont confrontés à des élèves issus de parents migrants, rassemblés dans des classes très peu homogènes. Les croisements et la rencontre de cultures différentes pourraient être une richesse pour tous si ces cultures étaient perçues et acceptées. Or, elles sont le plus souvent cause de désarroi et de conflits. Le désarroi des jeunes immigrés nés en France qui ne se reconnaissaient pas dans la langue de leurs parents et ne sont pas toujours à l'aise en français. Conflits à cause des différences mal perçues qui suscitent incompréhension et agressivité. Donc, voilà, en fait c'est assez étonnant. D'ailleurs, je parle de migrants, ça m'étonne même. Donc, il y a vraiment 48 ans ou 49 ans. Et ce souci-là de travailler, par exemple, sur la langue, avec des profs de langue, avec les difficultés que ces jeunes gens et ces jeunes filles avaient à s'intégrer, à se faire accepter, par exemple, était un des soucis des pratiques de jeux dramatiques. De faire reconnaître les personnes dans l'exercice du jeu et de les faire développer
qualité et leurs questions. Sur les premiers moments, je n'ai pas beaucoup plus à dire, sinon que, et encore une fois, je me répète, mais c'est une chose à laquelle Richard tenait, cette idée d'auto-formation, c'est-à-dire on se formait les uns les autres, et on est parti sur une base qui peut paraître aujourd'hui étrange, qui est vraiment très compétent. En fait, quand on allait dans les classes, on y allait pour 5 séances, et on faisait des équipes qui étaient constituées d'un enseignant à l'université, d'un prof chez qui on allait, et d'un groupe de quelques étudiants. Et donc tous ces gens-là s'essayaient à pratiquer des formes de jeu dramatique, et c'est dans ces pratiques-là, plus les stages dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient alors strictement entre adultes, qu'on a pu développer nos envies de faire. Et un mot peut-être encore sur ce que personnellement j'aurais hérité de ça. Parce que je me suis assez vite éloigné au sens strict des pratiques de jeu dramatique. J'ai écrit des livres sur d'autres sujets, notamment, bizarrement, sur les textes de théâtre, ce qui était le premier livre de Richard. Enfin, Richard a écrit, au moment où je publiais Jeu dramatique, Richard a écrit un très beau livre qui s'appelle Les textes de théâtre, et dont je recommande toujours la lecture. Et en fait, même si j'enseigne maintenant dans une école d'acteurs, donc visant à la professionnalisation, j'ai gardé des formes de travail qui sont fondées sur l'écoute des gens, beaucoup, sur la notion de cercle, sur la notion de reconnaissance de ceux qui ont fait. Je suis assez surpris parfois, même quand je fais une mise en scène, d'entendre, enfin, quand je donne la parole à ceux qui ont joué, d'entendre l'étonnement des jeunes actrices et des jeunes acteurs qui n'ont pas l'habitude qu'on leur donne la parole pour ça. Donc, je ne vais pas détailler, mais je me sens, non pas un héritier de moi-même, mais un héritier de tout ce que j'ai appris dans ces années-là, qui sont rassemblées par couches dans mes façons de faire aujourd'hui, donc à peu près 50 ans plus tard. Voilà, merci. Alors, merci Jean-Pierre. On aura l'occasion de revenir vers toi tout à l'heure quand il y aura les questions. Mais sans plus attendre, je vais donner la parole à Gisèle pour que tu fasses la suite de l'histoire, c'est-à-dire de dire comment est né Graduel, ce qui s'est passé avec Graduel, donc à la fin des années 80. Gisèle, tu es en ligne. Je vais peut-être pour que tu comprennes le sens de ma présence donc à Paris 3, il faut que je remonte à la création de JDP, bizarrement, parce que j'étais venue en France en congé sabbatique en 75-76 et j'avais contacté déjà avant Richard Monod. Jean-Pierre n'était pas encore là, mais j'avais déjà contacté Richard et je lui avais montré un des premiers écrits que j'avais fait, qui étaient les fiches pédagogiques. C'était pas évident à l'époque d'écrire la pratique. Et Richard avait beaucoup aimé ça, il l'avait emporté au Portugal, c'est comme ça que j'ai été connue au Portugal, etc. Et donc je parle de ça des années 70 à 75. Et il y avait là quelque chose, peut-être Jean-Pierre, tu vas t'en souvenir maintenant, c'était une commission avec Pierre Roudy et d'autres, pour justement essayer d'introduire une relation entre l'art et l'éducation, entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, qui n'arrivaient pas à se rencontrer et à collaborer. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de partenariat et il n'y avait pas d'artistes dans les classes. Ce qu'il y avait, c'était des enseignants qui, plus ou moins formés ou pas
par le théâtre qui faisaient des activités dramatiques à l'école. Et c'est avec eux que ça a un peu comme ça commencé. Et ce sont ces gens-là qui sont venus à nos stages de fin de semaine dont Jean-Pierre parlait et auxquels j'ai collaboré à l'époque, puisque j'étais en congé sabbatique et donc recrutée aussi par Paris 3, ensuite en 82-83 également, puisque j'ai été professeur associé à ce moment-là, et ensuite de 89 à 96. Donc, voilà. Au début, donc, il y avait quand même cette participation. Et les premiers textes je parle aussi du premier texte de Jean-Pierre et de Richard. Alors, quand on a, avec JDP, on a commencé à penser à faire des formations de formateurs, évidemment, et on a commencé à faire les universités d'été. On en a fait 3, la 4e ayant été impossible à organiser parce qu'on n'a pas eu les subventions. Et bizarrement, c'est l'éducation nationale qui ne nous a pas donné de subvention, alors que la culture nous avait aidés. On aurait pu continuer. À l'époque, il y avait également Pierre Vols qui a joué quand même un rôle important dans la formation en théâtre-éducation. Oui. Alors, je ne l'ai pas cité parce que dans les tout premiers temps, moi, je ne l'ai pas connu. Donc non, mais il n'était pas là au début. Non, il n'était pas là au début, effectivement. Même à la première université d'été, il n'était pas là non plus. Oui. Il est arrivé beaucoup plus tard, au moment où nous, on avait développé quand même beaucoup de choses, en particulier les cours ateliers, les séminaires, etc. Et où théâtre-éducation quand même commençait à avoir une place, qui n'était pas ça au début, ça n'avait aucune place. On faisait ça un peu sauvagement, comme tu disais. Et petit à petit, on a quand même fait notre place avec des ateliers qui étaient présentés, même quand on présentait la brochure qui présentait l'Institut d'études théâtrales, il y avait une section théâtre et éducation avec les cours qu'on offrait et les séminaires aussi, où les gens pouvaient donc faire la réflexion didactique et théorique de leur pratique. Alors, donc, comment on a passé de JDP à Graduel? C'est parce qu'on a organisé des congrès, en particulier franco-québécois. On a eu des subventions et on a pu faire venir des gens de différents pays qui faisaient ce croisement, ce qu'on appelle le champ croisé, du théâtre et de l'éducation. Et à partir de là, on a pris un peu plus d'importance, si tu veux, à Paris 3. Et on a eu également des gens qui sont venus pour développer les formations. Et je crois que c'est là qu'ont été formés les groupes qui probablement maintenant sont qui ont été les pionniers et ont développé, je crois, les pratiques qu'on trouve dans les établissements scolaires à tous les niveaux d'ailleurs. Donc, on a développé les séminaires de recherche. On l'a même introduit dans les cursus. Et alors, tu étais là toi aussi, Bernard, à ce moment-là. Donc, je me souviens des séminaires que nous faisions une fois par semaine, avant la création de l'ANRAT, bien avant, mais c'est nous qui avons participé à la création de l'ANRAT. Je me souviens très bien de ce moment, j'y étais, avec Richard qui était aussi là, et probablement d'autres, Jean-Pierre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais et pendant longtemps, on a été aux assemblées générales et puis on a fait partie
on a développé l'ANRAT. Hein. C'est vraiment à partir de nous que ça s'est développé. Je sais, Jean Gab. J'ai pas oublié Jean-Gabriel. Voilà, bien sûr, c'est ce que je disais. On l'appelait Jean-Ga, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, on a eu de plus en plus de gens qui ont fait des formations avancées, qu'on disait, c'est-à-dire qui, après les stages qu'on proposait, des cours ateliers aussi qu'on proposait, donc dans les cursus, sans qu'il y ait une licence pro, il y avait quand même déjà une formation. Par exemple, quand j'étais prof à Paris 3, j'ai donné des ateliers de didactique. Le mot didactique n'avait pas cours à ce moment-là à Paris 3, mais était plutôt vers l'éducation. Mais moi, je venais de Montréal, où j'avais développé la didactique de l'expression dramatique. Et donc, les gens non seulement ont eu la formation pratique, mais ils ont eu aussi la formation théorique de leur pratique. On a eu de très bons chercheurs, et ça, c'était quelque chose qui était quand même inconnu à l'origine. À l'origine, on n'avait que des praticiens, et tout le monde faisait la même chose avec des enfants, des adolescents, etc., ou des étudiants. C'est-à-dire, il n'y avait pas de formateurs. Ça a été quelque chose qui s'est développé beaucoup plus tard. Et donc, quand Marco, je sais que quand tu as créé cette licence pro, on le faisait à l'intérieur des séminaires qu'on offrait à des gens qui allaient eux-mêmes faire ensuite des formations. Et donc, petit à petit... C'est pas moi qui ai créé la licence pro. Hein. C'est pas toi. Moi, je suis arrivé quand tout avait déjà été lancé par... Déjà été en place. Daniel Lemayeux, un petit peu moi. Mais on avait surtout hérité d'un début... Moi, je suis arrivé l'année d'après. La deuxième année déjà. Mais juste un mot sur la licence pro, elle vient aussi du DU. On était très soucieux à Paris 3 d'accueillir des comédiens qui n'avaient pas forcément envie de faire des études universitaires classiques. Certains même n'étaient pas bacheliers. Donc en fait, on a trouvé des systèmes pour faire entrer à l'université des gens dans un diplôme d'université. Et ensuite, quand on a pu le transformer en licence professionnelle, on l'a fait. C'est-à-dire, on a profité de l'occasion institutionnelle, Gisèle, de te couper, pour transformer le DU en licence professionnelle. Ça a été un moment très très important, mais il y avait cette ébauche à travers le DU. Donc j'ai toujours eu, je suis encore en contact avec des gens qui avaient fait le DU. Des gens comme François Havane, par exemple, qui est maintenant metteur en scène et qui a sa propre école, qui s'appelle le Vélo Volé. C'est tout. Voilà. Je repasse la parole là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le développement donc, des formations et se sont organisées et structurées, chose qui était un peu sauvage au début, un peu, voilà. Et ça a été extrêmement spectaculaire pour nous de l'extérieur de voir ça, et je pense que ça a été connu aussi à l'étranger. Moi j'ai eu des gens d'Espagne, du Portugal, beaucoup, qui à la fois sont venus à Paris 3 et à l'Université de Montréal. Et donc, on peut dire le bassin méditerranéen est venu, et ce sont des gens qui ensuite, dans leur pays, ont été dans les universités ou dans les écoles de formation pour, à leur tour, former des gens qui étaient des praticiens qui voulaient aller dans les écoles faire des formations.
Donc ce développement, c'était très très spectaculaire. Hein. Et finalement, sur quoi? Sur combien d'années? Sur 30 ans. Et on peut dire que la situation actuelle, quand on fait des congrès internationaux par exemple, elle est extrêmement différente des tâtonnements qu'on a vécu nous dans les années 70. On a vraiment été, on a tâtonné. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a une organisation, une structuration, des analyses, des textes, de l'écriture et tout qui se sont développés et mis en place. Et moi, je trouve ça extrêmement fascinant de voir ce qui s'est passé. Juste un mot sur le Portugal, par exemple, Paris 3, on s'est transporté au Portugal l'année qui a suivi la révolution des œillets. Absolument. Et aider, entre guillemets, nos camarades portugais à lancer ou relancer quelque chose qui tournait autour de théâtre et éducation. Ces stages-là au Portugal ont été essentiels. On a toujours gardé beaucoup de contacts avec le Portugal, puis avec le Brésil, avec le Québec, évidemment. Évidemment. Tu te souviens qu'on s'est retrouvés en 79 à Coimbra, avec Manuel Guerra, etc. Et qu'à partir de 79, il y a eu les congrès premier congrès, deuxième, etc. IDEA. Avant IDEA, les congrès IDEA. Avant, oui, c'était. Oui. Puisque c'était le 4e congrès où on a vu la création d'IDEA. Donc on avait déjà commencé, nous, après 79, il y a eu le premier congrès en 81, et puis 81, 83, etc., 5, 7, et jusqu'à, comme tu dis, le congrès qui a vu la création de IDEA. Mais avant Coimbra, il y a eu ces stages à Lisbonne qui ont été vraiment très importants, juste après la révolution. Oui. Parce qu'il y avait tout était aussi inventé dans le dialogue avec nos amis et collègues portugais. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu on a toujours trouvé des terrains d'entente formidables et ça n'a fait que se développer là-bas. Absolument. Et on les a eus, les Portugais, on les a eus en partie à Paris 3 et en partie à l'Université de Montréal, où on avait ce qu'on appelait la cohorte des Portugais, et c'était des spécialistes de toutes les régions du Portugal qui sont venus se former à Montréal. Ils ont eu des subventions, etc. Et ils ont pu retourner dans les écoles supérieures d'éducation, faire à leur tour des formations. Ils sont venus faire les doctorats à Paris 3 et à l'Université de Montréal. Les premiers docteurs sont sortis de chez nous, des deux côtés. Et, je pense qu'on a eu une collaboration extrêmement importante et qu'on a pu avoir comme ça moi, je suis très, très, très orgueilleuse, très fière d'avoir collaboré à la formation des spécialistes de ces pays. On a eu des Suisses, des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Sans compter les autres. On a même eu des gens qui venaient de Corée. On a eu énormément de monde à l'international. On a pu faire comme ça des congrès très importants. Gisèle, et puis aussi Jean-Pierre, et Gisèle, tu as évoqué les universités d'été. Universités d'été, oui, pour nos auditrices et nos éditeurs qui n'étaient pas là, tu peux redire un peu ce que c'était ces procédures, parce qu'elles n'existent plus. Alors, il y a toutes les archives sont dans le fonds Théâtre-Éducation, voilà. Tu peux les trouver. Oui. Et il y a même les documents de celle qui n'a pas marché, c'est-à-dire de la 4e. Oui. Il y a eu une période dans les universités d'été de sauvagerie heureuse, c'est-à-dire que c'était très peu didactique, c'était très peu organisé, mais moi j'ai quand même, je vais commencer par le commencement, c'était à l'abbaye des Prémontrés, donc en Lorraine. Les trois universités d'été ont été là. Nous connaissions le directeur. Oui. Et en fait, imaginez que tout à coup, une université, Paris 3 en l'occurrence, pouvait organiser l'été pour une centaine de personnes
c'est énorme. Enfin, j'ai toujours le sentiment qu'on devait tout faire, organiser comment on allait manger, comment on allait dormir, comment on se répartissait les ateliers, mais pour être un peu plus précis, ces universités d'été étaient essentiellement faites par de quantités d'ateliers où on se croisait. C'est-à-dire, au lieu de parler des ateliers des autres pour en dire du bien ou du mal, on allait les uns chez les autres quand on ne dirigeait pas un atelier. Ça, c'était formidable. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires d'être allé dans des tas d'ateliers et d'avoir beaucoup appris en étant participant à ces ateliers. Donc, c'était la structure principale. Alors, on a aussi invité quelques personnes importantes comme Michel Vinavert à venir parler, ou Robert Abirached. On avait peu d'argent pour faire venir des spectacles, mais on était aussi soucieux de ça. Donc, si vous voulez, il y avait pendant 8 jours, guère plus, 10 jours, il y avait ces rassemblements d'une centaine de personnes, ce qui aujourd'hui me paraît invraisemblable. Enfin, alors, je vais juste faire une petite addition-modification. C'était à peu près 60, divisés en 2 groupes. Un groupe d'artistes, de comédiens, etc., de gens de la culture, et un groupe égal des gens de l'éducation. Et ils devaient postuler, et malheureusement, on était obligé d'en retenir une trentaine. Moi, je me souviens parce que j'ai fait ça avec Richard, et c'était terrible. On a reçu, et vous avez dans les archives tous les dossiers pour la 4e, on recevait à peu près 200 dossiers et on devait en retenir que 30 dans les deux groupes. Donc, on était obligé, on n'avait que l'argent pour ça. On ne pouvait pas en faire plus. Et ensuite, les ateliers étaient pareils. C'est-à-dire, c'était pour accueillir à la fois une occasion de rencontre aussi et de travailler ensemble des gens du théâtre et de l'éducation. Et ça, c'est des moments forts. Hein. Les trois universités d'été, je pense que les gens qui y ont participé, moi j'ai été des 3, et on a gardé des souvenirs extraordinaires. Moi j'en ai connu que 2, et mon enthousiasme me fait dire qu'il y en avait 100, qu'il y avait 100 personnes, mais sûrement c'est une question d'enthousiasme excessif, je retire. C'est-à-dire que moi, je te dis ça parce que j'étais un peu à l'organisation et que j'ai ensuite me suis occupée des papiers et des archives et tout ça. Donc, c'est pourquoi. Et c'est aussi pour te dire la difficulté qu'on a eue d'accueillir beaucoup de monde parce qu'on n'avait pas d'argent. On a eu très peu de subventions. Et oui, ça a été très difficile d'avoir à chaque fois. Et quand Pierre Vols est arrivé à la 3e, je pense, et qu'on a fait la 4e, on a dû vraiment se bagarrer pour trouver de l'argent. Hein. Ça n'a pas été facile de les organiser. Bien, et d'autres choses, il me semble aussi, enfin quelque chose qui est important aussi, c'était toujours le souci d'écrire. Oui, c'est vrai que ça a commencé avec presque pas d'écriture, et en tout cas des écritures plutôt théoriques. Hein, et je pense que c'est Richard et Jean-Pierre qui ont commencé à quand même mettre la pratique en premier, quoi. Ce qui finalement était évident, mais à l'université, c'était pas évident. Non. Moi, j'ai beaucoup hurlé pour faire admettre dans les carrières universitaires, en tout cas à Paris 3, et dans toutes les carrières universitaires des gens de théâtre, que ce qui était considéré avec un relatif mépris, c'est-à-dire la pratique, soit admis dans la carrière. Et quand j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches, j'ai fait valoir
non seulement mes travaux en histoire du théâtre ou en dramaturgie ou en je sais pas quoi, mais aussi mes 2 livres à l'époque sur les activités dramatiques au milieu scolaire, en demandant au jury de bien vouloir admettre que ceci était important. Ça n'allait pas de soi. Hein. Donc c'était en 86, je pense. J'avais publié un livre en 77, un livre en 85 sur ces questions, mais il avait fallu faire admettre aux éminents jurys que on pouvait être universitaire sérieux et écrire aussi sur ces questions. Gisèle avait beaucoup écrit, Richard a écrit pas mal d'articles, et moi je ne sais pas par quel miracle, j'ai écrit 2 livres assez vite là-dessus. Voilà. Et si tu te souviens, quand toi tu es 86, en 87, j'ai soutenu la thèse d'État avec, quand même, tu te souviens parce que tu en as eu le poids, ça faisait 8 kilos, tu avais eu pas mal de problèmes avec cette quantité d'écriture. Oui, j'étais au jury, mais je râlais parce que je revenais de Simon en Californie. Tu revenais de Californie, c'est ça? C'est ça, j'avais enseigné Simon en Californie. Oui, je me souviens très bien. Oui. Ouais, c'est une anecdote. Oui. Mais ensuite, ça s'est quand même développé, mais à l'époque, là, quand on était assez peu à écrire. Hein. Et les thèses ont commencé aussi après. Aussi. Oui, enfin, Maria Lucia Foucault Tavares au Brésil a écrit assez vite, assez tôt, sa thèse, je crois. Oui, c'est plus tard. Elle a... Oui, bien sûr. Non, parce que Maria Lucia, elle a commencé à faire à la licence. Elle a fait mon atelier de 82-83, donc c'est là que je l'ai connue. Et c'est là qu'elle a connu Élie Bajard, qui était devenu son mari. Elle a ensuite continué avec la maîtrise et le doctorat. J'étais la soutenance avec Anne. C'était dans les années 90 quand même. C'est tard. Oui, là, je perds le fil. Mais ensuite, alors, ça s'est beaucoup développé, quoi. C'est ça. Nous, on était vraiment à l'époque des pionniers. Bien. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être dans l'assistance des gens qui ont connu, Jean-Gabriel par exemple, et qui ont connu toute cette glorieuse époque, et Marco aussi qui est arrivé. Peut-être que vous avez envie de compléter des choses par rapport à ce qui a été dit, puis ensuite les personnes pourront poser des questions sur... et d'autres personnes que je ne vois pas à l'écran, hein. Excusez-moi. Non? Moi, attendez, j'allume la caméra. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis arrivé de mon Italie natale en 2002, donc bien plus tard. Et donc, j'ai découvert déjà, parce que j'ai eu de longues conversations avec Jean-Pierre, avec toi, Bernard, avec Gisèle, donc c'est une histoire que je connais, mais ça me fait plaisir de revoir un peu la genèse. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que Richard Monod, c'était un ancien rédacteur de théâtre populaire. Et donc, moi, j'ai trouvé ma légitimité dans cette histoire-là, même si en arrivant très tard, et d'ailleurs, aussi là-dessus. Je précise pour les gens qui ne connaîtraient pas que c'était une revue de théâtre populaire. Oui, c'est vrai. Donc parce que le mot comme ça, qui a eu une... rédacteur de théâtre populaire. C'était une revue des 50-60 sur laquelle j'ai fait ma thèse en Italie, et ce qui m'a ensuite emmené en France, et où la question, mine de rien, la question du théâtre d'éducation était déjà en place, en partie. Il y avait déjà les prodromes de ça. Par exemple, vous avez cité Marly Leroy, et je me rappelle d'avoir lu pas mal d'articles qui parlaient des stages d'éducation populaire de Marly Leroy. Et une des racines est ça. Et puis, le théâtre populaire, au début, puis ensuite, elle a pris une tournure très militante brechtienne, comme on sait avec Dort et d'autres. Mais au début,
dans le comité de rédaction, dans le premier comité de rédaction, il y avait aussi le président des CMA à l'époque. Et donc, l'histoire se coupe. Mais j'ai pas grand-chose d'autre de plus à dire. Je sais pas si Jean-Gabriel Carasso. Non, d'abord, ça me fait plaisir de me replonger dans ces aventures lointaines en vous écoutant. Mais je voudrais dire deux, trois choses. La première, c'est à propos de Richard Monod, dont on parle beaucoup. Il n'a pas eu la découverte infuse. C'est-à-dire qu'il a découvert lui-même tout l'intérêt des relations du théâtre de l'éducation par Miguel de Muynck, qui était le fondateur et le directeur d'un des premiers théâtres pour les enfants en France, qui s'appelait le Théâtre de la Clairière, qui a joué pour la première fois au Festival d'Avignon en 1969, juste après 68. Et Richard était à l'époque chargé de la presse au festival. Et je me souviens très bien, j'y étais, c'était une rencontre entre eux, avec nous, etc. Moi, j'étais tout jeune comédien dans la troupe. Je crois même me souvenir, il faudrait vérifier, que Richard avait été le président du Théâtre de la Clairière. Et donc, il y a une liaison historique entre vraiment le travail de Miguel et les origines de son propre travail, qui était Chancerelle, Dulin, etc. Et que Richard a absorbé tout et a introduit ensuite à l'université, s'est passionné par ça, est venu travailler avec nous au Théâtre de l'Opprimé à un moment donné, au Brésil, etc. Donc je crois que toute l'importance de Miguel, des CMA, de l'idéologie, du projet d'éducation nouvelle qui était derrière ça, me paraît une chose très très importante à souligner dans l'histoire de ces aventures qui ont pris ensuite des formes très très différentes. D'autre part, Jean-Pierre a cité rapidement Choisy-le-Roi. Il se trouve que c'est moi qui étais à l'initiative de ça, puisque je me suis retrouvé à 25 ans, en 73, propulsé au théâtre de Choisy-le-Roi, qui venait de naître, théâtre en banlieue parisienne, dirigé à l'époque par Dominique Serroux, le fils de Jean-Marie Serroux, qui au bout de 3 mois est parti et m'a dit « tu prends la direction ». Je me suis retrouvé avec une équipe de 8 personnes qui travaillaient chacune dans 8 classes. Donc il y avait 80 classes de Choisy-le-Roi qui étaient suivies chaque semaine par un comédien. Moi j'y ai rajouté un vidéaste et une danseuse. Et tout ça a été financé uniquement par la municipalité. Le jour où on a demandé de l'argent en 74-75, ça a duré 2 ans cette affaire-là. On s'est fait balayer. Mais moi, pendant le temps où j'étais là, j'avais déjà dans l'idée de faire plusieurs choses, c'est-à-dire le travail en milieu scolaire, la formation des enseignants et des artistes, par les premiers week-ends de travail qu'on a fait. Jean-Pierre en a parlé à l'auberge de jeunesse de Choisy, à côté. On avait organisé ça ensemble avec l'université. Et j'y avais ajouté la programmation de spectacles pour les enfants, qui n'existait pas. Il me paraissait déjà que la pratique, le rapport aux œuvres et la formation étaient des choses qu'il fallait structurer ensemble. On a eu beaucoup de mal, bon après, pour des tas de raisons que je ne vous raconterai pas ici, mais je veux dire que ces grands axes de travail étaient déjà présents et qu'on a formé une équipe assez formidable. Moi, je me suis retrouvé chargé de cours après à Paris 3 quelques temps, rapidement, puis on s'est barré avec Boal faire le tour du monde, donc c'était autre chose, quoi. Voilà, mais ça me fait très plaisir de vous entendre. Pareillement. Mais c'est évident, enfin, j'aurais dû insister d'emblée sur l'éducation populaire, mais moi aussi j'ai fait des stages à Vadréas, des stages de comédien. Donc tout ça se recoupe constamment. Et effectivement, ça ne vient pas de nulle part. Mais Richard était très très impressionné par les CMEA. Moi, je les ai découverts en Avignon, et évidemment par Miguel de Muynck. Bien, alors... Oui, je vais ajouter peut-être que justement, moi aussi, j'ai rencontré Miguel de Muynck en 75-76, l'année de mon sabbatique, j'étais à Avignon, et je l'ai rencontré, et j'ai fait...
il m'a cédé le groupe qu'il animait, et j'ai fait là des ateliers d'expression dramatique, et j'ai connu là des gens qui venaient de chez Freinet, et qui sont venus ensuite à Paris 3 travailler avec nous. Je les ai connus grâce au fait que Miguel m'avait passé son groupe et que j'ai travaillé tout l'été comme ça, avec des ateliers d'expression dramatique, et des gens qu'on a ensuite retrouvés, comme Simon Lertaud par exemple, qui était très important dans les groupes Freinet, et j'ai un souvenir elle était allée en Nouvelle-Calédonie où elle s'est fait tuer, et donc elle avait écrit un livre avec le groupe Freinet, que j'ai bien connu et avec qui j'ai travaillé aussi. Donc aussi venu chez nous à Paris 3, à un moment donné on avait des ateliers parallèles, Jean-Pierre et moi, et ils allaient la moitié chez Jean-Pierre et la moitié chez moi. C'était extraordinaire de cette activité qui s'est développée comme ça, alors que il n'y avait pas grand-chose en formation, hein. C'était toujours seulement des pratiques. Mais on a commencé comme ça à développer des analyses de pratiques en même temps, de façon à avoir vraiment des formateurs et aussi des universitaires. Parce que quand même, à un moment donné, ces gens-là ont fait maîtrise et doctorat, tout en étant des praticiens. Mais ça s'est développé. Richard Monod est décédé en 89. Et après 89, il y a eu énormément de choses. Marco qui est arrivé en 2002, vous imaginez le temps qu'il a pu. Et après Richard, il n'y a pas eu je ne sais pas du tout les engagements qui ont été faits là, dans les années 90 et 2000, dont tu peux savoir s'il y a eu des gens théâtre-éducation. Pierre Volz, c'était Pierre Volz. Pierre Volz, oui. Et moi j'étais dans une autre université, enfin dans des autres universités. Oui, c'est ça. Je voulais poser une question avant de laisser la parole, c'est les questions dans l'auditoire, mais Jean-Pierre, Gisèle, pourquoi, l'Institut du théâtre à la Paris 3 était en pointe sur les questions de théâtre-éducation, mais ça a très peu essaimé. Ah non. Si, pourquoi tu dis ça? Non, au niveau d'instituts dans d'autres universités. En France peut-être, mais on a eu des gens d'Espagne, Portugal. Oui, non, ça oui. Moi je dirais qu'en France, les instituts, les départements de théâtre des universités de province, de région, étaient relativement petits d'abord. Et il fallait, pour couvrir plein de champs, il fallait être assez gros. Si tu veux, il y avait des activités probablement à Aix-Vincennes. À Nanterre, ça n'a jamais, à ma connaissance, vraiment pris. Mais Nanterre a grossi assez vite. En fait, quelquefois, il y avait un enseignant, 2 enseignants au départ. À Montpellier, à Lyon, il y avait très peu de gens. Donc avant que ces UFR grossissent, deviennent des UFR, il a fallu du temps. Donc en effet, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup essaimé dans les universités françaises. Ou sous d'autres formes. Par exemple, à Grenoble, c'est à travers le théâtre jeune public. À Aix, il y a une ancienne de Paris. Alors à Aix, il y a Alain Simon qui dirige toujours le théâtre des ateliers. Il y a eu toute une activité considérable, mais pas forcément... là, ils étaient sur la formation de ce qu'ils appelaient les comédiens animateurs, ce qui est encore une autre histoire. Il faudrait développer longuement, mais ça a toujours été la croyance absolue de Pierre Volz et d'Alain Simon, que je vois régulièrement, puisque je travaille toujours au théâtre des ateliers avec lui, chaque année.
Il est venu dans nos universités d'été, hein. Oui, bien sûr, on s'en souvient parfaitement, lui et moi. Et je pense que d'ailleurs, ce serait, en passant, ce serait quelqu'un que vous auriez intérêt, Rite, à inviter. Il a beaucoup de choses à dire, tout ça. Oui, Il a une activité de directeur de théâtre assez atypique et passionnante. Ça fait à peu près 50 ans qu'il fait des ateliers ouverts à tout public chaque semaine, patiemment. Mais merci beaucoup, on en prend bonne note. Donnez-nous les noms. Lorelai, Oui. qui demande la parole. J'avais juste une question. Du coup, par exemple, à Lille, vu que je sais qu'il y a un lien étroit entre le Théâtre du Nord et la fac de théâtre d'art du spectacle, il n'y a pas de lien avec le RIT, par exemple? Il n'y a pas de théâtre-éducation à Lille? C'est juste une question comme ça. Je sache. Vous savez pas. En fait, il y a quand même, c'est pas parce qu'il y a un lien avec un théâtre, il y a plein de liens entre les théâtres et les universités dans beaucoup de régions, mais c'est plutôt dirigé vers le théâtre et vers la fréquentation des étudiants comme spectateurs. Enfin, c'est assez, quelquefois, il y a d'autres formes de travail, mais c'est pas forcément pour un travail dans les classes. Ça passe par les options, ou par le système. C'est pas forcément les gros théâtres qui détiennent les clés dans les régions des interventions scolaires. C'est très professionnellement. Donc à Lille, moi j'ai des contacts avec des collègues de Lille, notamment Ariane Martinez qui vient de Paris 3, oui. Sophie Coste et d'autres. Et effectivement, comme dit Jean-Pierre, les relations entre les théâtres et les départements sont évidemment très développées partout, hein. Mais en direction du théâtre d'éducation, c'est bien plus rare. À Toulouse, récemment, ils ont ouvert une formation, un master qu'ils appellent théâtre appliqué. Et ils s'inspirent de la notion anglaise de applied theatre. Et ils commencent à travailler un peu en direction des ateliers dans différents contextes, y compris le scolaire. Mais c'est une expérience toute récente. D'ailleurs, nous sommes en contact et on a un programme de faire intervenir la directrice, qui est une jeune maître de conférence qui s'appelle Flore Garcin-Marou. Peut-être on va la faire intervenir prochainement. Comme j'ai la parole, j'en profite pour faire de la pub pour le 12 février. Le 12 février, nous avons une rencontre. Comme on a parlé de CMEA, on a parlé d'éducation populaire, on a parlé de nouvelle éducation, etc. Nous accueillons en vrai, à Paris 3, à Nation, Philippe Mérieux, qui est une figure importante des sciences de l'éducation en France, qui est actuellement le vice-président des CMEA. Et voilà, je tenais à l'annoncer. Merci Marco. Alors, y a-t-il des questions? Des demandes de précision? Daniel. Oui, j'avais une question pour Jean-Pierre, puis une autre pour Gisèle. Jean-Pierre, donc j'aurais aimé avoir quelques précisions sur la collaboration avec Augusto Boal, donc qui s'était rapproché de l'Institut d'études théâtrales, puisque tu as indiqué aussi que on s'est rendu compte que vous ne pratiquiez pas le même théâtre. Quelles étaient les sources d'intérêt d'Augusto Boal pour se rapprocher de l'Institut d'études théâtrales, jusqu'où ça a été, ça sur le plan il a été, si je ne me trompe pas, il a été enseignant associé pendant un certain temps. J'étais complètement... Je fais partie de ceux qui ont résisté au charme extraordinaire d'Augusto Boal. Non pas que j'étais en conflit avec lui, mais j'étais pas en accord avec les pratiques, pas forcément. Je trouvais ça passionnant, mais j'avais pas envie qu'on fasse tous la même chose. En tout cas pas ça, pas forcément ça. C'était pas le cas de Richard. Richard effectivement est parti pour la grande tournée brésilienne et il en est revenu enchanté et transformé. Mais il ne l'a pas introduit dans ses cours et à l'université. Hein. Il a gardé personnellement son rapport à Boal et au théâtre de l'opprimé.
Mais Augusto m'a dit souvent, viens travailler avec moi, en prenant par tendrement, mais non. Comment dire autrement? J'avais rien contre lui, mais je pense que j'étais déjà assez chieur et j'avais pas envie de me faire bouffer, quoi. Ok, tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Gard? Oui. Non, mais c'est aussi toi, Bernard, qui doit intervenir là. Hein. Comment? C'est toi aussi qui doit intervenir, Bernard. Moi? Oui. Oh bah oui, mais enfin je peux pas tout faire, hein. Je fais attendre la parole. Jean-Gard, si vous voulez. Moi je peux dire une chose, c'est que Augusto Boal est arrivé en France, il avait été exilé du Brésil, il est passé rapidement au Portugal, il a été accueilli par Émile Kopferman qui lui a trouvé un boulot, en fait, qui est avec Paris Richard, ce qui fait qu'il s'est retrouvé professeur associé à Paris 3 pour continuer à développer son travail de théâtre de l'eau privée, qui nous a fascinés, faut dire ce qui est, parce que moi j'ai passé 8 ans avec lui à travers le monde, Bernard peut en parler aussi, et Richard, il avait envie de faire l'expérience. Donc c'est à titre personnel, il a été très intéressé, mais il avait tout un autre champ de réflexion, Richard. Mais il se trouve qu'il y a eu une possibilité pour le groupe d'aller faire cette tournée au Brésil, qui était le retour de Boal au Brésil après l'exil, qui a été un moment, je crois, assez fabuleux pour ceux qui ont participé. Voilà, donc Richard a dit, on récupérait des gens comme ça pour faire un petit groupe de 8, on était combien, 8, 10, je sais plus. Et Richard a participé à ça, mais il voulait savoir. Voilà, il voulait savoir. Donc il a participé, mais c'est un peu moins que nous, qui nous sommes engagés pendant 8 ans à faire le tour du monde avec Augusto et à faire 250 000 stages de forme, etc. Absolument passionnant. J'exagère à peine. Oui, un peu, voilà. Je voudrais dire quelque chose à propos de Gusto, que j'ai bien connu. Je l'ai rencontré dans différents congrès dans différents pays, c'était très amusant. Et en particulier, à Villach, en Autriche, avait un congrès. J'ai remarqué qu'il faisait toujours la même conférence. C'était très amusant, avec exactement les mêmes exemples. Les mêmes souvenirs et tout ça, mais il le faisait de telle façon qu'on aurait dit qu'il le faisait pour la première fois. Exactement. C'était tout à fait remarquable. Et il avait un pouvoir de séduction quand il faisait ses conférences. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce que comme je n'ai suivi 3 ou 4, c'était vraiment les mêmes. Moi, je me disais, comment il faisait, pas possible, mais il le faisait comme si c'était la première fois. Et ça, c'était un talent tout à fait remarquable. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Alors, Armelle, tu as une question, et après, il y a Isabelle Starquier. Oui, alors, j'ai une remarque et ensuite une question. La première, c'est que je pense que c'est important de redire à quel point il y a des archives très, très intéressantes à la Théâtrothèque, le fonds Gisèle Barré, le fonds Graduel, etc. Et que... vraiment, ce serait bien que des étudiants s'en emparent pour faire des mémoires, faire des thèses, et ne pas laisser ces archives esselées dans les méandres de la Sorbonne Nouvelle. Et d'autre part, je trouverais ça important également qu'on puisse reparler un peu plus d'IDEA. Moi, j'ai découvert IDEA par l'ANRAD, j'ai assisté à IDEA en 2013. Il y avait un côté, comme vous le décriviez, université d'été, en tout cas, je me souviens d'avoir participé à des ateliers avec des personnes du monde entier, c'était extrêmement intéressant et stimulant. Et je ne sais à quel point ça a toujours lieu, où est-ce que ça a lieu et comment est-ce qu'on pourrait se renseigner et du coup renseigner les personnes qui suivent le rite à ce propos. Et donc une dernière chose, c'est que Jean-Pierre, vous parliez d'éthique par rapport à toute la réflexion, toute la recherche et l'engagement que vous aviez. On voit bien qu'il y a une filiation
très grande avec l'éducation populaire, avec même si entre vos pratiques, celle de Gisèle, celle de Bernard, il y a bien sûr des nuances, des choses qui n'étaient pas forcément semblables. Néanmoins, est-ce que vous pensez que par rapport à toutes les personnes qui suivent la formation de la licence pro, toutes les personnes qui ont pu suivre des formations auprès de vous, auprès de Bernard, de Gisèle et d'autres personnes qui ont, comme Christiane Page, qui ont aussi enseigné à Paris 3, est-ce qu'il y a une éthique générale qui se dégage de cette manière de faire ou pas? Est-ce qu'on pourrait parler d'une éthique globale de la licence pro ou c'est trop protéiforme pour pouvoir s'avancer là-dessus? Je serais capable de répondre à cette question. Moi, je crois que quand j'ai commencé à faire des ateliers, je me suis quand même posé 2-3 questions sur qu'est-ce que ça veut dire faire un atelier, à la fois idéologiquement, de quel droit j'interviens comme ci ou comme ça. C'est des questions qu'on s'est posées et qu'on a quelquefois essayé de rendre plus transparentes. Il en est un peu question dans le jeu dramatique et pédagogique, par exemple, déjà, mais je suis incapable de répondre à la question sur un ensemble. Je pense que ces questions-là ont été aussi beaucoup plus abordées ces toutes dernières années, plus violemment, plus frontalement qu'elles ne l'étaient, en tout cas dans les ateliers. Et Isabelle? Le micro. Branchez votre micro. Voilà. Je dis, j'étais déconnectée, donc j'espère que je ne vais pas revenir sur quelque chose qui a été dit, mais effectivement, dirigeant un axe de recherche-création théâtre dans mon labo de recherche, c'est quand même, effectivement, j'étais très touchée par ce qu'a dit Jean-Pierre Agarde, c'est-à-dire que ça a été pendant très longtemps, et ça reste peut-être encore un petit peu quelque chose d'admis sans être totalement admis, et donc par rapport à cette question de la recherche-création, qui à mon avis est quand même centrale dans l'enseignement et dans la recherche des études théâtrales, je voulais savoir si effectivement, comment on pouvait articuler, comment vous articuliez les deux entre théâtre-éducation et recherche-création. Alors? Ah non, je passe, excusez-moi. Je suis désolée. Non, mais laissons le passer. Je ne sais pas. Comme ça. La recherche-création est devenue quand même maintenant, je dirais, un axe central et qui devient de plus en plus important de cet enseignement et effectivement de la formation par le théâtre, de tout ce que ça peut comprendre, les licences pro. Et donc voilà, je voulais voir comment ça s'articulait. Alors c'est vrai qu'il y a un axe spécifique autour de la recherche en création, autour des créations, mais néanmoins, il me semble que ça fricote beaucoup ensemble avec théâtre-éducation. Ça peut fricoter. Alors, comme je suis un professeur en poste, je me sens en devoir de répondre, même si je ne sais pas comment répondre. Franchement, la recherche-création avec les thèses sacres qui sont en place depuis un certain temps, je ne sais plus combien d'années. Sincèrement, j'ai du mal à identifier des lignes précises de convergence avec la question du théâtre-éducation. Il me semble, mais peut-être je me trompe, parce que je connais mal. Il me semble que étant donné que, par exemple, beaucoup de thèses ont commencé à se faire en partenariat avec le conservatoire, l'axe principal, c'est la création pure, en quelque sorte, me semble-t-il. Et puis, moi, je dois aussi dire que cette formule de thèse sacre, j'ai toujours un peu de mal à la comprendre dans les formes qu'elle a prises. En revanche, je dois dire qu'en interne, à Paris 3, nous avons depuis quelques années un master en création qui a été créé par Joseph Danon, qui a un petit peu travaillé avec nous à la licence pro, mais même quand il ne travaillait pas avec nous, il a été toujours un camarade très proche. Là, c'est aussi une question. Enfin, le master en création est une formation qui évidemment allie la recherche et la création, mais qui se base sur un travail de groupe
il y a un petit collectif qui est parfois très petit, parfois un peu plus grand. Et il me semble que là, les passerelles sont beaucoup plus nettes. Et en effet, nous, Armel peut le confirmer, depuis 2 ou 3 ans, nous avons commencé à coupler, enfin en tout cas à essayer de trouver des moyens de collaboration stricts. Parce que en ce qui concerne les thèses en théâtre-création, thèses sacres, j'ai l'impression que la dimension très solitaire du chercheur qui en plus va réfléchir à partir de sa propre pratique artistique s'éloigne un peu trop elle est difficile à concilier avec la dimension pédagogique telle qu'on l'entend nous, qui est nécessairement collective. Mais peut-être que je me trompe. Je voulais donc répondre que je suis parti de l'université, j'ai quitté l'université à peu près au moment où le sacre se mettait en place. Moi, j'ai pas vraiment, je connais pas où dire, j'ai pas pratiqué l'éducation. C'est juste un peu restrictif, pardon, mais moi j'ai dirigé une thèse en recherche-création qui portait à partir d'ateliers et de la formation de lecteurs à travers. Donc voilà, je pense qu'effectivement il y a plein de choses. Après, tu as déjà trouvé les arguments pour me contredire tout de suite. Donc tu vois, comme je l'ai dit, je parle sans trop connaître. Oui, c'est pour ça que ça m'intéressait de voir comment vous articulez ou non la question. C'est Jean-Loup Rivière qui a effectivement, tu as eu raison de le rappeler, qui a promu, qui a vraiment institué avec Sacre, mais maintenant moi je dirige un axe de recherche-création théâtre dans mon labo, et donc je dirige des thèses en recherche-création. Donc c'est quelque chose, et puis je suis pas la seule, je veux dire, voilà, donc effectivement, ça m'intéresserait de savoir comment. Mais pourquoi il faudrait qu'on en parle, justement. Avec plaisir. Super. Allez, on s'échange les adresses. Bien, il y a d'autres questions. On va bientôt atteindre l'heure fatidique. Alors, il y a Daniel et puis Jean-Gard. Daniel a appuyé le premier sur la main. C'était la question pour Gisèle. C'est un complément de la question que tu as posée, Bernard, et puis des développements que Jean-Pierre a fait sur les difficultés pour susciter l'intérêt du milieu académique en France pour le théâtre-éducation. Est-ce que dans d'autres pays, il y a une plus grande ouverture académique? Donc, Gisèle, tu as spontanément dit oui, en Espagne, Portugal, c'est peut-être plus ouvert. C'est une question vraiment internationale. Est-ce qu'il y a des pays où le milieu académique, universitaire, c'est plus intéressé vraiment à l'analyse des pratiques éducatives, des pratiques théâtrales dans l'éducation? Écoute, dans les milieux anglo-saxons, c'est beaucoup plus facile parce que ils ont 2 termes. Alors, nous, on n'en a qu'un. Théâtre, il faut le démultiplier pour voir tous les sens qu'on lui donne et donc tous les types d'activités que ça suppose. La pratique théâtrale n'est vraiment pas uniforme, elle est très variée. Alors que pour les Anglais, ils ont theater bien sûr, ils ont le théâtre, mais ils ont le drama. Et donc, en éducation, il s'agit de drama, il ne s'agit pas de theater. Et le drama, c'est une sorte de pratique théâtrale qui n'est pas axée vers l'acteur, vers la structure théâtre, mais plutôt vers le jeu, bien sûr, et le collectif. C'est le cas aussi toujours beaucoup au Québec. Il y a 15 ans, je suis allé faire ma dernière intervention à l'Université de Montréal, à l'UQAM, en l'occurrence, à l'Université du Québec à Montréal, et il y a tout un cursus complet, très développé, très très précis, autour des pratiques dramatiques en milieu scolaire. Et ils forment des légions d'étudiants dans le domaine. C'est une spécialité reconnue, admise, et qui est un des cursus possibles dans le choix des gens. Oui, c'est vrai. C'est sûr. L'UQAM est un exemple, en effet.
Enfin, on n'a pas parlé ici d'André Maréchal, qui a été quelqu'un de très important au Québec là-dedans, dans ce travail-là, mais je pense que ça n'est pas pour rien que c'est à l'UQAM, parce qu'André avait été enseignant à l'UQAM aussi. Peu de temps, malheureusement. Jean-Gabriel, pour une dernière question. Faut que je remette mon micro, là, c'est ça? Non, c'est pas une question, c'est Armel qui a qui a parlé de IDEA, de l'Association internationale, il y a quelques instants, en demandant ce que ça devenait et ce que c'était exactement. Je voudrais juste dire, moi j'ai dirigé, animé de 88 à 99, 12 ans, la direction. On a ouvert plein de chantiers différents sur l'audiovisuel, sur les universités d'été, on en a refait, sur les publications, etc., sur les formations. Et j'étais très préoccupé par la question internationale. Je me disais, on ne peut pas rester, c'est pas un thème uniquement franco-français. Je connaissais le Québec, je connaissais le Portugal, je savais qu'aux Philippines, il y avait des choses comme ça, en Australie. Et je m'étais dit, ce serait intéressant de monter avec quelques copains, des gens qu'on connaissait au fond, un réseau international d'associations. Il commençait à y avoir des associations théâtre-éducation un peu dans ces différents pays. Donc on a organisé ça, je vous raconterai l'histoire un jour peut-être. Ça a été très long et très passionnant et génial de rencontrer plein de gens de différents pays. On a fait le premier congrès au Portugal, c'était pas un hasard, en 92. Et on a essayé de se bagarrer pour faire passer l'idée que c'était les relations du théâtre et de l'éducation dans les deux sens. J'ai une anecdote. Ça s'appelle en anglais International Drama and Education Association. Les Anglais, les anglophones voulaient appeler ça Association internationale de théâtre dans l'éducation. Ils ne voulaient parler que de théâtre dans l'éducation. Et nous, savoir si on allait mettre et éducation ou dans l'éducation. Ça a été 3 jours de discussion pour dire que c'était un mouvement dialectique, au fond, entre les activités théâtrales et les activités d'éducation, et pas seulement le drama dont vient de parler Gisèle, qui est une tradition anglophone qu'on connaît bien. Cette association, elle est partie de manière formidable au Portugal, avec des gens très différents, qui avaient des... Mais petit à petit, et très vite dans l'organisation, on s'est fait phagocyter par les universitaires, qui étaient les seuls à avoir les moyens de se payer pour aller dans les congrès, c'était aussi simple que ça, et par le monde anglophone, qui fait que les Portugais, les Français, les Belges, etc., on a été complètement marginalisés. Il y a eu une bataille qui mériterait de faire un film un jour pour le pouvoir là-dedans. On s'est tous barrés, quoi. Nous, les Français, les Belges, tous ceux qui ont signé, les statuts sont signés au Portugal par la Belgique, moi-même pour la France, et Carlos Fragatero pour le Portugal, et on est tous partis très vite, mais ça continue. 30 ans, 40 ans plus tard, la machine continue à faire des congrès ici et là. J'avoue que je ne sais plus ce qui s'y passe, mais c'est dommage parce que l'idée était vraiment de mettre en contact les gens, et on avait même l'idée complètement utopique, que ce soit un support à des échanges de groupes de jeunes, qui eux-mêmes, comme il existe sur comment ça s'appelle, l'Office franco-allemand à une époque, l'Office franco-québécois à une époque, a permis des échanges de groupes de lycéens, de jeunes, d'étudiants directement autour du théâtre. On avait ça en tête. Je crois que c'est malheureusement devenu, et peut-être très bien pour les gens qui le font, uniquement un travail universitaire, mais j'en sais pas plus. On va raconter la genèse. Un jour, ce serait spectaculaire. En tout cas, dans le temps et pour la durée, on peut se féliciter de la bonne tenue du théâtre-éducation à Paris 3, parce que si on compte les années, ça fait plus de 50 ans. Et donc, voilà, on peut souhaiter que les 50 prochaines années, ou encore beaucoup d'autres
développement. Et donc, avant de te redonner la parole, Armel, je voudrais remercier à nouveau Jean-Pierre et Gisèle pour leur contribution, pour tous leurs travaux. Et puis, vous rappeler d'aller consulter les archives qu'on va progressivement monter. Bernard, permets-moi de dire juste un mot à la suite de ce que se disait Jean-Gars sur le in, dans ou en, ou etc. On a réglé la question, c'est théâtre, éducation, il n'y a plus rien au milieu, il n'y a plus ni en ni, donc c'est ça, c'est vraiment le champ croisé, et je tiens beaucoup à ce qu'on ne fasse pas deux, mais un, que ça soit vraiment une unité. Ok, bon. Merci. Armel? Merci infiniment à tous les trois, à Gisèle, à Jean-Pierre et à Bernard pour avoir partagé avec nous cette histoire qui est absolument passionnante et dans laquelle on s'inscrit. Donc je pense que c'est extrêmement précieux pour nous toutes et tous. Et ça nous a fait, enfin moi ça m'a fait très plaisir de vous entendre. Et puis on espère continuer à porter le flambeau encore longtemps, en tout cas dans toutes nos activités, puis avec le rite. Comme Marco vous l'a dit, donc le 12 février, on reçoit Philippe Mérieux à la fac. Et le lendemain, le 13 février, nous faisons un visio-débat, mais on sera aussi à la fac, donc ça peut être en deux parties. Justement, c'est pour ça que je parlais d'éthique, Jean-Pierre, notamment parce que nous avons eu des discussions houleuses autour de la série télévision qui est passée sur Arte, qui s'appelle Ceux qui rougissent, et qui met en scène le théâtre éducation. Donc nous avons décidé d'organiser une visio-débat, je vois Isabelle qui autour de cette question, notamment en partenariat avec Marie Sorel et avec le laboratoire Enfance et Jeunesse auquel je participe à la Sorbonne Nouvelle, qui m'avait invité à en parler, à animer un débat de cette série, et donc on a décidé de l'ouvrir au rite, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir témoigner de ce que vous en avez pensé, et surtout en quoi ça fait écho à votre propre rapport à l'enseignement du théâtre.